Voilà. Alors, je suppose que vous avez lu le livre, vous avez lu en tout cas le chapitre le suivant, le troisième chapitre, qui va traiter aujourd'hui des problèmes des médias. C'est ça Alors évidemment, les réseaux sociaux et les médias, c'est quelque chose qui aujourd'hui est extrêmement discuté. Et une des raisons pour laquelle c'est discuté, c'est qu'effectivement, c'est pas seulement attendez, il faut que je fasse monter à chaque fois. C'est pas simplement que le problème des médias et des réseaux sociaux, c'est pas seulement qu'on a découvert maintenant dans le judaïsme le problème que posent ou posent pas les réseaux sociaux, mais c'est quelque chose de vraiment beaucoup plus large et c'est véritablement, on va dire, un des grands problèmes aujourd'hui sociaux. Et pour cela, on va voir aujourd'hui comment le Rav Zaks va en parler. Et comme d'habitude, on va essayer de voir quelles sources il utilise et comment il les utilise. Et de même, on va aussi essayer de comprendre quel est son but. Alors pour ça, ce que je vais faire, c'est, je suppose que vous avez déjà lu le chapitre. Donc ce que je vais faire, je vais en faire un résumé, mais un résumé qui va durer plus longtemps que d'habitude, puisque je vais passer sur tout le chapitre rapidement. Je ne vais pas le lire dans le texte. Mais on va commencer à voir petit à petit ce qu'il dit et avancer dans le texte. Alors voilà, Euh, le paradoxe que souligne le Rav Zaks, évidemment, c'est qu'on n'a jamais été aussi connecté qu'aujourd'hui. Or, il se trouve précisément, d'après le Rav Zaks, que la technologie qui est censée nous rapprocher les uns des autres, en fait, elle remet en cause à la fois notre sociabilité, et notre moralité. C'est-à-dire que pour le Rav Zaks, les réseaux sociaux qui avaient au départ pour but de permettre aux gens de se rapprocher les uns des autres, en fait, provoquent deux grands problèmes. Le premier problème, c'est qu'au contraire, ils les éloignent les uns des autres. Deuxièmement, non seulement il les éloigne d'un les autres, mais il remet en cause, on peut dire, la véritable valeur de la société, c'est-à-dire ce qu'il considère comme la morale. Alors, on va donc commencer comme ça. Tout d'abord, ce que fait le Rav Zaks, c'est que il part d'un point de départ concret. Vous allez voir que son chapitre est extrêmement construit. Il va partir d'un point de départ concret, c'est-à-dire qu'il va reconnaître les aspects spécifiques et bénéfiques des médias sociaux. Il va nous dire au départ, c'est positif. A priori, c'est positif. Et pour cela, au lieu de simplement parler globalement, il va citer une expérience vécue. Et quelle est l'expérience vécue qu'il a choisie? Eh bien, l'expérience vécue qu'il a choisie, c'est le fait qu'il y a une famille de Silicon Valley très célèbre qui a décidé d'utiliser le fait que le prétexte, on peut dire comme ça, du problème que soulèvent les réseaux sociaux pour décider de ne pas utiliser durant un jour par semaine les téléphones. Et ils ont appelé ça le Shabbat. C'est-à-dire, nous dit le Rav Zaks, c'est vrai que c'est positif. On n'a pas l'intention de jeter le téléphone à la poubelle ou de fermer Facebook ou Instagram. C'est pas ça la solution c'est pas ça la solution au problème. Il dit en effet, grâce aux réseaux sociaux, on peut connecter des familles à travers le monde. Il cite l'exemple, par exemple, qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer pour venir à une simcha ou même à un enterrement, et grâce aujourd'hui aux réseaux sociaux, on peut les faire participer avec Zoom, avec Facebook, etc., etc. Deuxièmement, il n'y a pas de doute que ça renforce les communautés, en ce sens que euh, quand on a besoin de se rencontrer, quand on a besoin de prendre des contacts, alors on utilise effectivement les réseaux sociaux, sans parler du potentiel éducatif qu'il y a dans les réseaux sociaux. Mais il dit, à la différence des autres révolutions qu'on avait jusqu'à maintenant, c'est que si on considère par exemple l'imprimerie comme une révolution, le téléphone, la radio, la télévision, tout ça, ça a été des révolutions qui ont véritablement changé le monde à leur époque. Mais il y a une énorme différence avec les réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux, et on va commencer par tout simplement le téléphone portable, et dit c'est que d'après lui, c'est une véritable transformation radicale
du psychisme et de la psychologie. C'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'il commence par cette histoire de la famille du Silicon Valley qui ne veut pas utiliser un jour par semaine son téléphone. Il veut montrer que le problème, c'est pas théorique. On ne parle pas maintenant d'un problème théorique. Il va l'aborder aussi, le problème théorique. Mais il dit d'abord, on commence par vous montrer que c'est pas un problème théorique, mais c'est vraiment du vécu. Il y a véritablement, on peut dire comme ça, on est véritablement rentré dans une espèce de servitude volontaire vis-à-vis des écrans. C'est ça sa première idée. Et donc, dit-il, euh, il va falloir être extrêmement vigilant parce que ce qui se passe, nous dit le Rav Zaks, aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas asservis aux écrans, c'est nous-mêmes qui avons choisi d'avoir une véritable servitude volontaire. La première chose que l'on remarque, c'est que il y a, exactement comme pour l'imprimerie, pardon, parce qu'à chaque fois des gens qui sont arrivés un peu en retard, voilà. Donc, il remarque, il faut remarquer que comme pour l'imprimerie ou pour la radio et la télévision, la diffusion est extrêmement rapide. C'est une adoption du téléphone qui est massive, on peut dire mondiale, partout, et ça change complètement, ça transforme complètement les modes de relation entre les hommes. C'est-à-dire que si on est parti au départ d'une idée très simple, c'est que concrètement, on voit bien qu'on est asservi aux écrans et aux téléphones, il ne faut pas remettre en cause le fait que c'est quelque chose de fondamentalement nouveau, une véritable rupture avec ce qu'il y avait par le passé. Et donc, on ne peut pas donner comme réponse à ce phénomène, n'utilisez plus les écrans, n'utilisez plus le téléphone, jetez vos téléphones. Il dit, il faut prendre au sérieux la puissance de ce phénomène parce que c'est une réalité. Réalité, évidemment, qu'on ne peut pas remettre en cause maintenant. On ne peut plus changer ça. Ça, c'est le premier constat du Rav Zak. Contrairement à ce que, par exemple, j'ai entendu ici à Yerushalayim, et que certainement vous avez entendu, des gens qui disent, bon, ben maintenant, il faut se couper de tous les réseaux sociaux, il ne faut plus utiliser les écrans, pas de téléphone, pas de télévision, pas de machin, etc. etc. Il dit, c'est pas possible. S'il y a maintenant déjà plusieurs milliards de personnes qui l'utilisent, ça veut dire que c'est rentré véritablement dans je peux dire, dans la fonctionnalité sociale des hommes d'aujourd'hui. Et donc, il nous dit, il faut savoir qu'il y a des aspects positifs et définitifs aux réseaux sociaux et aux écrans. Il nous dit donc que le problème, c'est pas la technologie, comme le présupposent certaines personnes dont j'ai parlé maintenant, mais c'est pas la technologie en elle-même qui est problématique, c'est son usage. C'est-à-dire, ce qu'il faut apprendre aujourd'hui, c'est pas jeter le téléphone, mais savoir l'utiliser. Et donc, pour faire cela, ce qu'il va faire maintenant, il va commencer par donner en deux époques, pardon, en deux paragraphes, on pourrait dire de cette façon, il va essayer de commencer par un diagnostic empirique. Qu'est-ce que fait le téléphone aujourd'hui? Vous avez remarqué qu'il parle de médias social, c'est-à-dire qu'il parlerait a priori de Facebook, Instagram et TikTok. Mais en fait, il commence par parler des écrans directement. Quand il parle de médias, il veut commencer par parler d'abord qu'est-ce que l'écran en tant qu'écran fait. Après ça, il va parler avec le niveau du contenu. Mais pour le moment, il parle des écrans en tant que tels. Et qu'est-ce qu'il fait? Il apporte à ce moment-là les travaux de quelqu'un qui s'appelle Jean Twenge. Arshav, les travaux de cette femme, on va en parler après. Je vais vous montrer exactement qu'est-ce qu'il y a dans son livre. Et ce qu'elle fait, en fait, c'est qu'elle nous dit qu'il y a véritablement un effondrement à partir de 2012. En fait, ça commençait déjà avant, mais à partir de 2012, on trouve qu'il y a un véritable effondrement du bien-être chez les adolescents. Alors, je ne vous donne pas toutes les statistiques qu'il cite,
Il en cite énormément parce qu'il veut évidemment influencer ceux qui lisent son livre et surtout leur montrer qu'il ne s'agit pas de choses inventées, mais ce sont des statistiques vérifiées. Il faut savoir, on en parlera tout à l'heure, que Jean Twenge a fait Twenge a fait son étude à partir d'analyses de données de 11 millions de personnes. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pris elle n'a pas pris son quartier pour vérifier ce qu'elle veut dire. Mais elle a pris 11 millions de personnes qui ont subi qui ont reçu des sondages. Elle a pris des sondages qui existaient déjà, etc. Certains les avaient fait elle-même. Et elle est arrivée aux conclusions qu'elle est arrivée. Mais attention, Twenge ne va pas nous donner maintenant on peut dire comme ça, des chemins à penser ou à réfléchir sur le sujet. Elle veut nous donner le diagnostic des données. Alors, évidemment, la plupart des données, vous pouvez les lire là-bas, dans son livre à lui, celles qui sont importantes à ses yeux. Mais ce qu'il démarque, ce qu'il trouve en tout, il dit que l'omniprésence des smartphones va en corrélation avec l'effondrement de la satisfaction de vivre chez les adolescents et l'augmentation des suicides. Il donne des valeurs astronomiques là-bas, dans lesquelles, par exemple, depuis 2012, il y a chez les filles d'adolescentes entre tel âge et tel âge aux États-Unis une augmentation des tentatives de suicide de 50% ou quelque chose de ce style-là. Des trucs qui sont véritablement énormes. Deuxièmement, il y a une véritable explosion des troubles anxieux, évidemment, et des suicides. Troisièmement, tout ça est lié avec l'arrivée du smartphone. C'est un fait. C'est un fait qu'on ne peut pas remettre en cause. Donc, nous dit le Rav Zaks, si vous regardez bien, vous trouvez que le smartphone apporte avec lui une très grande dégradation. On pense, et c'est ce que fait Jean Twenge dans son analyse des données qu'elle apporte, on pense que la privation de sommeil et l'usage des écrans avec la lumière bleue, etc., nuisent à on peut dire comme ça, à la force émotionnelle chez les jeunes. Et à part ça, autre chose aussi qui est très important, c'est que les réseaux sociaux imposent, et cette fois-ci, regardez bien, on ne parle pas d'écran maintenant, mais on parle des réseaux sociaux en tant que tels, eh bien, les réseaux sociaux imposent une véritable comparaison entre la vie de chacun et des vies, j'aurais pu dire, corrigées, rendues plus jolies, esthétisées, idéalisées, etc., etc., sur Facebook, TikTok et Instagram. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que tu dois envoyer sur Facebook une image de toi qui soit exceptionnelle comme celle de ce que tu reçois de tes amis ou des autres ou d'une personne ou de je ne sais pas quel influenceur. Et donc, ce qui se passe, c'est que comme on en avait déjà parlé pour le loneliness, pour le fait qu'on est seul, ce qui se passe, c'est que les gens qui utilisent donc les réseaux sociaux sont en permanence avec un sentiment qu'ils sont inadéquats par rapport aux autres. D'où la dépression. D'où le fait que moi je suis raté, je suis un raté par rapport aux autres. Eux, ils ont réussi à maigrir, ils ont réussi à faire du sport, ils ont réussi à ci, réussi à ça. Et moi, après, malgré les 178 régimes que j'ai essayés, il n'y en a pas un seul qui m'a fait descendre de 3 grammes. Donc, je ne comprends pas pourquoi les autres sont toujours fins et beaux et moi, je suis toujours gros et moche. Et évidemment, le fait qu'elle soit beau ou moche, c'est pas moi qui décide. C'est les réseaux sociaux qui décident. Que si tu es gros, tu es moche. C'est comme ça. Deuxièmement, en part ça, il y a une véritable pas seulement dépression, mais une véritable anxiété. Peut-être que j'ai raté quelque chose. Et c'est pas pour rien qu'on sait que les jeunes passent des heures entières sur les téléphones, parce que peut-être qu'ils ont quelque chose qu'ils vont rater, que quelqu'un va publier, que lui, il n'aura pas vu et qu'il n'aura pas réagi, etc., etc. Donc, il dit, ce genre de choses ne fait que augmenter les problèmes. Deuxièmement, il y a ce que l'on appelle aussi une espèce d'altération véritable de la concentration. C'est-à-dire le fait d'utiliser les écrans. Vous avez remarqué que maintenant, il ne parle pas du contenu, mais maintenant, il revient sur les écrans.
Il dit le fait d'utiliser les écrans, de nombreuses études montrent que la capacité de concentration et la durée de l'attention diminuent en permanence. C'est-à-dire de moins en moins, on peut rester de moins en moins de temps sur un sujet ou un thème. Deuxièmement, il semblerait, là c'est déjà beaucoup plus compliqué à prouver, mais il semblerait que certains déséquilibres chimiques sont apparus dans le cerveau des jeunes qui seraient addicts au smartphone. Je dis tout ça avec beaucoup de guillemets, parce que ça, c'est pas sûr du tout. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut véritablement être sûr que c'est quelque chose qui s'est véritablement produit, produit à cause des téléphones. Ça, c'est le diagnostic empirique de Jean Twenge dont je vais tout de suite parler. En fait, quand on regarde ce que Jean Twenge a écrit, eh bien, on remarque que d'après elle, en fait, euh, qu'est-ce que le monde, en fait, on peut dire, qu'est-ce que le monde des écrans? Alors, pour cela, Jean Twenge a écrit un bouquin qui s'appelle E-Gen. Ça t'appelle I Generation. Ça te met la génération, pas X, mais I, celle qui utilise l'Internet et les réseaux sociaux. Et elle a vérifié ça entre 1995 et 2012. OK. Pourquoi 1995? Eh bien, parce qu'en 1995, là, ce que je vous dis maintenant, c'est pas Sachs, c'est pas le Rav Sachs, c'est ce que dit Twenge. Et donc, Twenge dit qu'à partir de 1995, il y a la commercialisation d'Internet à très très grande échelle. Et donc, elle a utilisé 4 grandes enquêtes nationales américaines qui représentent, comme je l'ai dit, 11 millions d'Américains depuis les années 60. Et elle a vérifié qu'est-ce que c'est que cette génération-là, la génération donc E-Gen ou I-Gen, qui est née alors qu'à cette époque, il y avait déjà Internet et déjà les écrans. C'est-à-dire qu'elle veut maintenant utiliser ça pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe si on regarde maintenant des jeunes qui ont véritablement ont passé leur vie entière quand depuis leur naissance, il y avait déjà des smartphones et il y avait déjà Internet. Et c'est ça qu'elle veut vérifier à partir de 2012. Maintenant, si on peut se dire, oui, bah, c'est pas, pourquoi pas, c'est intéressant. Mais j'ai vu cet exemple-là aujourd'hui, vraiment, c'est quelque chose comme ça aujourd'hui. J'étais pas en train de faire de la marche dans Kiryat Moshe, et je vois arriver devant moi une gosse qui allait à l'école. Elle avait à peu près 7 ans. Elle était sur le trottoir en train de marcher sans regarder absolument rien de ce qui se passe autour d'elle. Elle avait son téléphone avec elle et elle était en train d'envoyer des messages ou lire des trucs de TikTok ou Facebook ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire une gosse de 7 ans. Elle a déjà son téléphone et elle est entièrement coupée du monde quand elle marche pour aller à l'école parce qu'elle est en train de lire ou d'utiliser son téléphone. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est anodin. On voit que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Alors, les conclusions auxquelles elle est arrivée. Premièrement, elle dit la plupart de ces jeunes qui, donc, de ce e-génération, on va l'appeler comme ça, e-gène, en fait, ils ont tous maintenant une stratégie, ce qu'elle appelle de vie lente. À savoir qu'aujourd'hui, à l'adolescence, les jeunes réagissent comme des enfants. Aujourd'hui. Deuxièmement, dit-elle, et c'est vrai que quand ils commencent déjà à être à l'âge mûr, ils sont encore en train de réagir comme des adolescents. C'est-à-dire, par exemple, ils aiment bien sortir avec leurs parents. Ils aiment sortir avec leurs parents. Alors que la génération d'avant, c'était une honte de venir et de dire je vais aller avec mon père, ma Bergalouba, une honte. Mais aujourd'hui, pas du tout. Vous avez des enfants, c'est même plus des enfants, ni des adolescents, des personnes de 18 à 25 ans qui continuent à aller avec leurs parents. C'est tout à fait normal. Ils ne sont pas tellement intéressés par tout ce qui concerne la sexualité, alors que les générations précédentes l'étaient beaucoup plus. Le permis de conduire a chuté en Europe et aux États-Unis. Elle parle surtout des États-Unis. Elle dit aux États-Unis, avoir un permis de conduire, c'est moins intéressant aujourd'hui qu'avant. Les gens ne sont pas tellement intéressés. Les jeunes ne sont pas intéressés.
Ils ne sont pas non plus intéressés à travailler pendant les vacances, à chercher un travail, un emploi d'étudiant. Et enfin, d'après ce qu'elle dit, on peut dire que les études qu'elle a rencontrées disent que du point de vue de la réaction, de la personnalité, de la manière de vivre, aujourd'hui à 18 ans, les jeunes vivent comme ce que vivaient les autres, ceux d'avant, à l'âge de 15 ans. C'est-à-dire ils auraient 3 ans de retard. Ils seraient comme des, je ne sais pas moi, comme, imaginez, donc 18 ans, c'est quelqu'un qui a passé son bac. Alors prenez un jeune qui vient de passer son bac, réagit à peu près comme un gosse de troisième, à peu près. Troisième ou peut-être seconde, quelque chose comme ça. OK. Qu'est-ce qui se passe avec Internet? Bon, alors là, c'est très simple. Sur les nouveaux médias, un jeune, un adolescent passe en moyenne 6 heures par jour. Ça, c'est les 6 heures par jour à jouer sur des jeux vidéo, à parler en vidéo avec Internet, avec des textes, etc., etc. Beaucoup plus compliqué. Il s'avère que le smartphone, ça je ne savais pas, mais je ne sais pas, vous me direz si vous l'avez vu, est devenu ce que l'on appelle une extension corporelle, à savoir que la plupart des jeunes aujourd'hui vivent avec leur téléphone en permanence à côté d'eux et ils ne se séparent pas du téléphone. Et la nuit même, ils dorment avec le téléphone tout à fait à côté d'eux, même la nuit. Il n'y a pratiquement plus de lecture papier pour le plaisir ou quelquefois pour des choses importantes. On lit tout sur Internet ou sur un écran. On sait que la plupart du point de vue académique, on sait que la plupart des scores de tous les espèces d'examens internationaux que l'on fait entre les autres ont baissé. Et enfin, quand quelqu'un veut regarder la télévision ou aller au cinéma, évidemment, il ne va pas au cinéma, il ne regarde pas la télévision, il prend son téléphone et il regarde les films ou les émissions qu'il veut voir sur son téléphone. Ça a beaucoup d'avantages parce que, évidemment, on n'est pas obligé de regarder toutes les publicités, on n'est pas non plus obligé de regarder quelquefois un film qui est rasoir, donc on saute, on la regarde en diagonale. Mais bon, ça a certainement des avantages, mais il faut aussi remarquer qu'ils ne sont pas intéressés à aller au cinéma ou autre. Je ne sais pas si c'est vraiment, vraiment ça. Ça m'est arrivé d'aller au cinéma là, il n'y a pas très longtemps. J'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de monde. Mais c'est vrai que beaucoup me disent que quand ils rentrent dans la salle et qu'ils vont voir les films, bah, il n'y a pas tellement de monde dans les salles de cinéma aujourd'hui. OK. Troisièmement, est-ce qu'on est, est-ce qu'on veut être avec quelqu'un? Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, donc encore une fois, tout ça c'est à partir d'études, c'est pas des inventions. Et est-ce que les jeunes veulent être en relation avec les autres? Oui, 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 beaucoup. Mais pas direct, virtuellement. C'est-à-dire que si on regarde dans les statistiques, ils sont plus intéressés à être en relation avec les autres sur le téléphone que dans la vraie vie, on peut dire comme ça. C'est-à-dire que les interactions sociales présentielles sont de moins en moins importantes. Voilà, ce soir, on prouve que on aime bien le Zoom, mais la présentielle, peut-être moins. Et il y en a qui, évidemment, n'ont pas la possibilité. Bon, bah, on n'a pas le choix. Comme on l'a dit, ça fait partie des avantages. Euh, En moyenne, si on regarde combien de temps les adolescents ou les enfants sont avec des copains à eux, c'est en moyenne 1 heure de moins que la génération précédente, par jour, évidemment. Évidemment, l'amitié en ligne, c'est devenu un standard. Et enfin, ce qui sort des données qu'on a, c'est que plus ils passent du temps sur les écrans et plus ils sont malheureux. Plus ils ont. Par contre, si on regarde des jeunes qui passent moins de temps sur les écrans, en général, ils ont une sensation de bonheur plus élevée. Donc, il faut remarquer, ils veulent être avec des copains, pas dans la vraie vie, mais avec les écrans, mais à ce moment-là, ils sont plus malheureux, malgré tout. Quatrièmement, autre problème que relève encore une fois, c'est les statistiques de Madame Twenge, pardon. C'est que le taux de dépression, d'anxiété et de suicide a augmenté. Chez les filles, comme j'ai dit, 50% d'épisodes dépressifs majeurs entre 2010 et 2015, augmentation. Et enfin, le fait du manque de sommeil
comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut provoquer des problèmes mentaux, des troubles mentaux. Cinquièmement, est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont plus ou moins religieux qu'avant? Je mets de côté le problème non, mais la situation en Israël, vue depuis le 7 octobre il y a 2 ans, ça a changé, il y a des changements qui se sont produits et qui, évidemment, ne sont pas dans les études qu'a fait cette dame. En effet, ce qui ressort aux États-Unis, c'est que cette e-génération est la moins religieuse de l'histoire des États-Unis en statistique. La plupart, c'est-à-dire, je ne vais pas dire la plupart, pas la majorité, mais un très grand nombre, presque un tiers, 30% des jeunes ne se disent absolument pas religieux et ne s'identifient à aucune pratique religieuse. Ce chiffre intervient après l'année 2000. C'est à ce moment-là qu'on voit ce truc apparaître. La spiritualité, la spiritualité qui peut-être dans le New Age aurait remplacé la religion, elle aussi est en baisse et ils sont moins spirituels que la génération précédente. On pense, là c'est l'avis de Madame Twinger, on pense que c'est lié à l'individualisme, dit-elle. Parce que notamment toutes les règles religieuses, notamment ce qui concerne les rapports filles-garçons, etc., sont perçues comme incompatibles avec la modernité et avec la période dans laquelle on vit, et donc ça leur plaît pas. Sixièmement, euh, la e-génération est absolument obsédée par un thème auquel on n'aurait pas pensé, c'est la sécurité, qu'elle soit physique ou émotionnelle. En effet, c'est vrai qu'ils conduisent plus prudemment. Aux États-Unis, il semblerait qu'il y ait une certaine baisse de la consommation de l'alcool. Ils sont plus prêts à accepter de mettre une ceinture de sécurité, par exemple. Je rappelle que la génération de mes parents était complètement opposée à la ceinture de sécurité. Euh, pour eux, en fait, il y a quelque chose qui les pousse à se sentir en sécurité en permanence. Peut-être que ça peut expliquer pourquoi ils sont prêts à sortir avec leurs parents et à prendre des vacances avec leurs parents, même à un âge plus élevé. Euh, il valorise beaucoup l'argent et la réussite financière par rapport à ce qu'il y avait avant, alors que le développement d'une vie avec une signification, comme on l'a vu la semaine dernière avec Frankel, et une vie philosophique, comme ça on pourrait dire, les intéresse beaucoup moins, même si du point de vue, on le voit très bien dans les réseaux sociaux pour l'antisionisme et l'antisémitisme, ils sont prêts à soutenir sur les réseaux des idées qu'ils pensent être morales ou importantes. Au niveau de l'insécurité financière, c'est intéressant. Elle a découvert que la plupart de ces e-géners, comme ça, sont plutôt pragmatiques et ils vivent dans une atmosphère angoissante d'insécurité par rapport à leur avenir économique. C'est pour ça, par exemple, je dis juste en parenthèse, ils ont beaucoup, avoir des enfants pour eux, c'est quelque chose auquel ils réfléchissent beaucoup, surtout du point de vue économique. Est-ce que j'aurai suffisamment de moyens pour entretenir une famille avec une famille nombreuse? Ils sont prêts à faire des heures supplémentaires, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à s'investir dans le travail, c'est bien, mais d'un autre côté, ils pensent qu'ils n'ont aucune chance, ou presque pas, de réussir du point de vue économique et financier, parce que le système, entre guillemets, est inégalitaire et que ce n'est pas eux qui vont bénéficier de grands salaires ou de réussite. Euh, ils- Puisqu'ils recherchent la sécurité, ils préfèrent en général pas trop entreprendre, c'est ce qu'elle dit, et ils préfèrent avoir un emploi salarié. Je ne sais pas si en Israël le cas est le même. En Israël, des jeunes que j'ai rencontrés, j'en ai vu en tout cas dans la période dans laquelle j'enseignais dans les lycées, énormément d'enfants, pas je veux dire la majorité, mais énormément d'enfants, avaient dès les classes de seconde, première, avaient déjà commencé, pour certains, à faire des carrières d'entrepreneurs dans lesquelles ils ont lancé des startups où ils se sont accrochés à une startup, etc., etc. Du point de vue de la famille, de la construction d'une famille, ben, en général, ils considèrent ça comme une distraction. Ça ne fait pas vraiment partie de leur souci de créer une famille.
Et il semblerait, là aussi à vérifier, que le fait que la pornographie soit tellement accessible fait que pour eux, ça peut très bien remplacer le fait de rencontrer quelqu'un dans la vraie vie aussi. Euh, pour eux, le mariage, la parentalité, c'est quelque chose auquel ils pensent, mais de manière pragmatique, en calculant les risques financiers de la création d'une famille et comme une étape lointaine après la réussite financière et économique. Ce qui fait que dans les statistiques d'aujourd'hui, maintenant je parle, dans les statistiques d'aujourd'hui, on sait que le taux de natalité va en diminuant d'une manière, j'aurais pu dire, extrêmement rapide, effrénée dans tous les pays occidentaux qui sont en rapport et en relation avec la technologie et des écrans. C'est-à-dire que on arrive dans beaucoup de pays, la France est la première d'ailleurs, la première au monde, qui est arrivée dans une situation dans laquelle elle descend, je crois, cette année, en dessous d'un taux de 1. C'est-à-dire il n'y a même pas un enfant par famille, même pas un enfant, moins qu'un enfant en moyenne. En général, ils sont relativement ouverts pour tout ce qui concerne l'homosexualité et tous les dérivés, et du point de vue politique, ils se considèrent en général comme indépendants, à savoir qu'ils ne veulent pas entendre parler des partis politiques traditionnels. Pour eux, c'est complètement dépassé. Ils se considèrent donc comme des indépendants, ni de droite ni de gauche. Et donc, en fait, ils se laissent influencer par n'importe quoi, ou presque. C'est-à-dire qu'ils sont capables de se mobiliser en masse en ligne contre Israël, par exemple, ou contre d'autres choses simplement parce que c'est une espèce de mode, etc. Mais il n'y a pas véritablement de prise de position. La, la, comment on appelle ça? La conclusion à laquelle elle arrive, c'est la suivante. Elle dit, en fait, si on regarde bien, eh bien, l'e-génération, c'est une génération qui a vu sur des écrans, sur YouTube, etc., qui a des connaissances exceptionnelles sur presque tous les sujets, mais seulement sur des écrans. Ce qui fait que quand ils se retrouvent, supposons qu'ils ont appris l'alpinisme sur YouTube, donc c'est des spécialistes de l'alpinisme, si on leur fait passer un examen pour faire de l'alpinisme, examen théorique, ils vont être tout à fait doués et réussir sans problème leurs examens. Par contre, s'ils se retrouvent face à une vraie montagne, le fait qu'ils n'ont aucune expérience concrète, j'aurais pu dire, aucune force face à la véritable difficulté de la chose, ils sont en général anxieux et n'hésiteront beaucoup avant de s'engager parce qu'ils ont le problème du véritable danger qu'ils ne connaissaient pas face à un écran. En gros, vous avez des enfants qui sont capables d'avoir des réflexes exceptionnels quand ils sont à jouer sur des jeux Internet, mais dans la vraie réalité, ça ne les aide pas particulièrement quand ils doivent apprendre comment combattre ou comment faire une guerre. Donc ça, c'est Ouais. ce que... Oui, il y a quelqu'un qui a demandé quelque chose? Non. OK. Donc ça, c'est ce que cite le Rav Zaks. Alors maintenant, tout ce que j'ai dit là maintenant, c'est ce que dit cette dame dans son livre. OK. Alors maintenant, qu'est-ce que le Rav Zaks fait avec ça? Le Rav Zaks nous l'amène, et comme j'ai dit tout à l'heure, ce qu'il veut, c'est donner un diagnostic empirique. C'est-à-dire, je ne veux pas dire qu'il veut nous faire peur, mais il nous montre, voilà, empiriquement parlant, ce que nous donnent les statistiques vérifiées sur l'utilisation des écrans et l'utilisation des réseaux sociaux. Son but, nous dit-il, donc, c'est d'avoir des preuves incontestables pour ensuite expliciter ce qu'il veut nous dire du point de vue philosophique et religieux. C'est ça véritablement son but. Et donc, pour lui, à partir du moment où il a trouvé qu'il y a une augmentation de 50% des suicides, etc., etc., pour lui, ça prouve qu'il y a un problème qui est soutenu, prouvé
par des analyses statistiques, et donc il va falloir effectivement en tenir compte et essayer de montrer que la crise des écrans et des réseaux sociaux est quelque chose qui est mesurable et c'est pas simplement une espèce d'impression. En gros, il veut dire le problème auquel je m'attaque maintenant, et on n'oublie pas que le Rav Zaks veut nous montrer qu'il faut revenir au nous au lieu de rester au je, c'est-à-dire revenir à la Keila, au klal, et pas rester sur le prat, sur l'individu. Et donc, nous dit le Rav Zaks, voilà, vous avez des études qui prouvent, et c'est donc le Jean Twenge qui lui sert de preuve là, et il nous dit, voilà comment il faut prendre les choses. Maintenant, évidemment, c'est pas la même chose exactement que Twenge. Parce que Twenge, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une véritable analyse sociologique. C'est-à-dire, son but, c'est de montrer quelles sont les choses. Et à partir de là, elle reste, en fait, dans le cadre de la psychologie. Et elle dit, en fait, ce qui est très inquiétant, c'est qu'il y a maintenant des compétences sociales, des compétences intellectuelles qui disparaissent à cause des écrans et des réseaux. Pour le Rav Zak, c'est pas vraiment ça qui l'intéresse. Il faut bien être sûr. Il faut bien s'en rendre compte. Pour lui, c'est ce qu'il appelle, il le crie d'ailleurs dans son livre, vous le verrez, il dit c'est un désapprentissage de la morale. Donc, lui, il incite sur le côté moral. Donc, il est d'accord, il prend ce que disent ce qu'elle dit Jean Twenge sur les jeunes, mais pour lui, c'est pas dans la même direction. Ce qu'il veut dire, c'est pas tellement le fait que leurs compétences sociales sont réduites, mais c'est au contraire de dire il y a un problème de morale. De la même chose, pour lui, la communication électronique, c'est pas mal en tant que tel. Le problème, c'est que c'est pas la véritable communication avec quelqu'un vraiment. Évidemment, pour le rôle de la religion, on l'a vu tout à l'heure, dans lequel il dit que c'est un fait qu'il y a un déclin de la religion. Mais pour lui, l'histoire qu'il ramène au début, c'est tout de suite pour nous montrer la religion a quoi dire, justement, comme solution concrète pour se libérer de l'esclavage des smartphones et retrouver et restaurer, on peut dire, les liens dans la société. Et donc, il n'a pas le même but que cette recherche empirique. Mais il utilise la recherche pour prouver que, en fait, il y a véritablement quelque chose d'important qui se produit aujourd'hui et qu'on peut véritablement le quantifier. Et c'est pas simplement une impression que ça va moins bien, entre guillemets, c'est pas une impression, mais c'est véritablement quelque chose de prouvé, dans lequel on peut rien dire. Ensuite, une fois qu'il nous a prouvé donc que euh, euh, ce qui se produit aujourd'hui, il va ramener une autre chercheuse qui, elle, ne va pas tellement va pas tellement aller dans la direction des statistiques. Il va s'occuper de ce qu'il appelle maintenant le diagnostic anthropologique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'homme? C'est-à-dire, dit-il, que après que je vous ai montré que socialement parlant, statistiquement parlant, les écrans et les réseaux sociaux n'apportent pas que du bien. Il y a des problèmes. Il va maintenant nous parler en disant, OK, quel problème exactement? C'est que maintenant, il va rentrer, pas simplement nous donner une quantité exceptionnelle de statistiques qui vont nous prouver que c'est un problème, les écrans et les médias, mais il va dire maintenant, qu'est-ce qu'on a perdu? Et à ce moment-là, il utilise une dame qui s'appelle Sherry Turkle. Et cette dame-là, elle parle du problème de ce que on a perdu, véritablement perdu, on a détruit véritablement les relations avec autrui. On a perdu tout cet aspect, j'aurais pu dire, de socialité que l'on avait avant à cause des écrans et des réseaux sociaux. C'est-à-dire perte de l'attention. Elle parle déjà de déclin de tout ce qui est empathie et tout ce qui est réflexion vis-à-vis de l'autre. On remplace le face-à-face conversationnel par des textes et surtout, il y a un appauvrissement énorme et
véridiques, on peut dire comme ça, des relations entre les hommes. C'est-à-dire, c'est pas simplement où est-ce que ça marche plus, c'est de montrer qu'il y a eu des choses qui ont véritablement été détruites. C'est-à-dire que la culture numérique contemporaine, en fait, d'après Turkel, a véritablement subi de très grands chocs à cause des écrans. Et d'après elle, en fait, c'est la capacité de l'homme à parler avec autrui qui est en train d'être détruite. Or, elle dit, pardon, que c'est quelque chose d'absolument important au niveau de la construction de chacun d'entre nous, l'empathie, la démocratie, la morale. Et donc, elle appelle à réhabiliter la conversation, c'est le nom de son livre, elle appelle à réhabiliter la conversation pour pouvoir précisément remettre l'homme face à autrui et pas simplement lui parler comment on appelle ça, par les réseaux sociaux. Elle, ce qu'elle dit en gros, on peut résumer ça en quelques thèmes, euh, elle dit, ben voilà, les problèmes qu'on a créés avec les technologies, c'est que maintenant, on n'a plus de contact avec des gens de manière approfondie, seulement de manière fragmentée, de temps en temps, un peu par-ci, un peu par-là. À la fois, c'est superficiel, et elle a utilisé cette formule très célèbre, ce qui s'appelle alone together. On est en fait avec des gens, mais tout seul. Pour elle, un véritable face-à-face, ça exige de l'attention que l'on perd à cause des écrans. Il faut être capable de s'arrêter de parler. Il faut reconnaître l'autre. Il faut savoir aussi euh, euh, arriver à se structurer soi-même pour arriver à parler avec quelqu'un d'autre. Et dit en fait, le numérique, les écrans, c'est surtout de la distraction et du jeu. C'est-à-dire en fait, au point que ils ont remarqué que chez les jeunes qui utilisent les écrans, ils ont plus de mal à comprendre et à lire les émotions du visage de quelqu'un. Ils ont du mal à comprendre parce que d'habitude, on leur explique avec des mots ce que l'on ressent. On leur écrit en leur disant dans les SMS ou dans le truc, ah, aujourd'hui, je me sens fatigué, je me sens mal, etc. Mais quand ils vont voir quelqu'un qui a l'air fatigué ou qui se sent mal, ça va être difficile, plus difficile pour eux que pour ceux d'avant, d'arriver à décrypter ce qu'ils voient vraiment devant eux. Ceux qui sont le plus exposés à ça, c'est évidemment les enfants et les adolescents, qui sont dans une période dans laquelle ils doivent véritablement réagir, et eux, ils ne savent pas exactement comment c'est fait. Le fait qu'ils ne savent plus parler aussi bien que les générations d'avant fait qu'ils ne supportent plus aucun désaccord, ils n'ont plus de pensée critique, et donc au niveau politique, le débat public devient du blanc-noir, c'est tout. Il y a ou blanc ou noir. On le voit très très bien aujourd'hui, malheureusement, avec ce qui se passe en Europe et aux États-Unis maintenant au sujet d'Israël. Et on attend réellement que la démocratie change. Aujourd'hui, on peut regarder par exemple avec... non, il y avait quelqu'un, j'ai pas vu. Pardon. On voit ici les choses ont changé parce que euh, on voit que la démocratie suppose que les citoyens soient capables de comprendre et d'écouter réellement. Or, aujourd'hui, on peut voir des juifs à New York qui ont voté pour le maire musulman, islamiste plus que musulman. Et donc, le fait qu'ils ont voté, quand on leur a parlé, pour eux, oui, c'est bien, c'est sûr qu'il va quand même protéger les juifs, c'est sûr que... C'est-à-dire, il y avait un certain nombre blanc-noir. Il était bien, donc c'est bon. Il n'y avait pas de véritablement, on n'a pas entendu quelles critiques ils avaient, ou peut-être le fait qu'ils reconnaissent qu'il y a véritablement un danger. Euh, En fin de compte, ce que dit la conclusion de Turkel dans son bouquin, c'est de dire oh, je ne suis pas technophobe, je ne dis pas qu'il faut jeter encore une fois les technologies à la poubelle. Ce qu'il faut, c'est recréer, réapprendre une véritable morale de l'usage des technologies. C'est-à-dire, et c'est ça c'est ça ce qu'elle donne comme conseil,
Elle dit donc, il faut véritablement un certain nombre comment on appelle ça, de lieux qui permettent des espaces, on dire, où il n'y aurait pas d'écran. Ça permettrait comme ça de permettre, notamment par exemple dans les cantines, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les lieux de travail, c'est-à-dire de provoquer, de pousser les gens à être ensemble et, comme elle le dit dans le titre de son livre, qui est réclamer la conversation, c'est comme ça qu'elle appelle, Reclaiming Conversation. Et donc elle dit, grâce à ça, les gens vont réapprendre l'art de la conversation et du débat, et donc savoir aussi être dans un monde dans lequel on est gêné quand tout va lentement et qu'il y a du silence. D'apprendre que tout doit aller tout de suite et très vite. En fait, les deux auteurs que le Rav Zak cite sont à peu près d'accord sur le diagnostic. Ils n'ont pas exactement la même solution, mais ça vient du fait qu'ils n'ont pas non plus exactement le même but. C'est-à-dire que si on regarde Turkel, ce qu'elle demande, c'est qu'est-ce qui se passe si on ne parle plus entre nous? Alors que Twenge, quand elle parle de la e-génération, elle demande comment on peut montrer objectivement qu'une génération qui vit avec le smartphone a une autre manière de voir le monde. Le Rav Zaks, donc maintenant, après cela, il va citer toutes sortes d'auteurs et il va surtout élargir son diagnostic. Il va parler le problème du sommeil, la baisse de concentration, la dépendance, l'autorégulation émotionnelle qui ne fonctionne plus. Bref, il va montrer que ce n'est pas un simple changement culturel, mais c'est une véritable transformation de l'homme lui-même, de l'être humain, du cerveau, de la psychologie, etc. Donc, il nous a d'abord montré c'est un vrai problème. Ensuite, il nous a démontré qu'est-ce que ça provoque au niveau de chacun d'entre nous. Troisièmement, il élargit et il montre c'est pas un changement culturel. Ne croyez pas que c'est simplement ils sont plus individualistes que les autres. Non, ça a véritablement changé, comme nous les a montré les statistiques et les études de Turkel. Donc, il nous dit donc alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est que tous ces écrans, etc., dit le Rav Zaks, et donc je reviens à lui, nous dit c'est en fait une fausse conception, une erreur de vision de ce que c'est que la communication. En fait, dit le Rav Zaks, on a réduit la communication simplement à un échange d'informations. En fait, quand on utilise Facebook ou tous les autres réseaux sociaux, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on envoie des informations quelquefois personnelles, des informations qui touchent à notre propre être et à notre manière de vivre. Mais ce ne sont que des informations. On a manqué toute la dimension de la relation, à la fois affective et surtout morale. Il va utiliser trois grands, on peut dire, chercheurs et penseurs pour montrer en fait qu'il n'y a pas d'équivalence entre une rencontre avec quelqu'un en présentiel et une communication numérique. Ce n'est pas la même chose du tout. D'où, dit le Rav Zaks, qu'est-ce qui se passe au niveau de la morale? Et là, il va dire tout de suite, la morale ne peut naître que du face-à-face. C'est-à-dire, on ne peut pas être un être moral si on n'a pas un rapport en face-à-face avec la personne avec qui on est. Et pour ça, il va s'appuyer sur deux penseurs, sur lesquels je reviendrai la semaine prochaine, et aujourd'hui on n'aura pas le temps. Il s'appuie sur deux grands penseurs, Martin Buber, je et tu, c'est-à-dire, il y a le fait, d'après Martin Buber, qu'il y a une véritable relation, c'est quand je suis face à un tu et que moi je suis je, et pas quand je suis je et que lui je le considère comme un objet il. C'est-à-dire, explique Martin Buber, et on y reviendra la semaine prochaine, que tu ne peux pas avoir une véritable relation qui soit éthique et morale si tu te considères l'autre comme un objet. Il est il pour toi. Pourquoi il est il? Parce qu'il n'est que l'auteur du texte que tu lis. En fait,
d'après l'analyse du Rav Sachs, quand je lis quelqu'un et que lui me lit aussi, notre relation n'est pas je tue, mais chacun parle face à un texte, face à un livre. C'est un il, pas un tu. Je ne vois pas son visage, je ne le vois pas, je ne vois pas sa souffrance, je ne vois pas sa joie, etc. Je suis véritablement face, face à un texte. Dans le cadre de la vidéo, comme on l'a vu plus tôt, c'est démontré, il a démontré avant que la vidéo, ça ne change pas. C'est pareil. Il y a aussi, il manque ce côté émotionnel. Et le deuxième grand penseur qu'il ramène, c'est Emmanuel Levinas. Et dans son analyse, il va utiliser les concepts trouvés par Emmanuel Levinas et il va montrer que c'est seulement le visage d'autrui, le visage de l'autre, qui est l'origine de l'obligation morale. Les règles de l'éthique et la sensation de moralité viennent de la rencontre avec le visage de l'autre, ce que appelle Lévinas le visage nu. Alors là, c'est intéressant et on en parlera la semaine prochaine parce que cette interprétation ou j'aurais pu dire cette exégèse de Lévinas est certainement remise en question par beaucoup de penseurs. Et donc, en tout cas, dans le développement de ce chapitre, il nous dit donc maintenant, ma critique sur les réseaux sociaux, en fait, ça provient d'une véritable anthropologie de la morale. Et donc, morale, pardon. C'est-à-dire, dit-il, en fait, je ne m'intéresse pas uniquement aux problèmes psychologiques, je ne m'intéresse pas uniquement aux problèmes sociologiques. C'est vrai, j'ai démontré, comme on les a vus dans les études sur la e-génération, qu'il y a un véritable problème des écrans. On sait que ça a créé des problèmes d'humanité, vraiment, avec la seconde personne, Turkel, qu'il a amené. Ensuite, on avait compris que la relation avec quelqu'un n'est pas identique à une relation en présentiel, mais tout ça, ça provient philosophiquement d'autre chose. C'est-à-dire les réseaux sociaux sont une véritable atteinte à l'anthropologie morale, c'est-à-dire la morale du rapport avec autrui. Et donc, nous dit-il, les conséquences de cela, c'est la fin du chapitre, c'est qu'en fait, les réseaux sociaux, s'ils se substituent à la rencontre réelle, alors ils vont déplacer le centre de gravité de la vie sociale, de la vie humaine et de l'humanité du nous vers le moi. C'est évidemment la conséquence qu'il voulait nous montrer. C'est-à-dire, vous voyez bien, on avait parlé du fait que nous sommes complètement isolés et qu'on est complètement dans la loneliness. Mais maintenant, il dit en fait, on voit que les réseaux sociaux nous sortent de la morale. C'est-à-dire, en nous poussant vers le moi, j'ai perdu, d'une certaine façon, c'est un véritable dégât qui s'est produit. J'ai vraiment créé chez l'homme un dégât moral. Deuxièmement, euh, la chose qui est peut-être la plus marquante, c'est que le like que l'on fait sur YouTube, sur Facebook, etc., remplace ce que l'on appelle le respect de l'homme, le respect de l'humanité. On ne respecte plus les gens, on leur envoie des likes ou pas des likes. C'est-à-dire, en fait, on est devenu complètement narcissique, like ou pas like, c'est ça qui est important. Je dis pas juste ou pas juste, je dis like ou pas like. Et évidemment, j'ai plus aucune inhibition morale. J'ai rien besoin de faire. Et pour lui, donc, le véritable danger des réseaux sociaux, c'est le danger éthique et moral. Et donc là, c'est extrêmement important parce qu'on voit bien que dans sa critique, passer du nous au je, c'est perdre d'une certaine façon, on peut dire, l'épaisseur nécessaire de la morale dans l'identité humaine. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il nous dit, on ne va pas rejeter les réseaux sociaux. On ne va pas fermer Facebook et TikTok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut savoir qu'ils ne peuvent pas remplacer une véritable rencontre. Ils ne peuvent pas. Il faut que dans cette rencontre, on recrée les conditions de cette rencontre
pour recréer l'amitié, la responsabilité, la morale, la confiance et le nous, N-O-U-S. Donc, globalement, si on veut, je vais donc vous montrer maintenant le, ce que, le plan du chapitre. Vous me dites si vous le voyez ou pas. Vous voyez le chapitre devant vous? Vous voyez un schéma devant vous? Ok, donc, on revoit, oui. Ah, on voit, ok, c'est bon. Alors voilà, il commence, voilà le chapitre. Il commence par l'expérience vécue. Il dit c'est quelque chose de vécu et il nous parle de cette famille là-bas de Silicon Valley qui a fait un jour de Shabbat. Il est passé, il nous a montré qu'il y a une véritable révolution technologique qui ressemble à, comment on appelle ça, à l'imprimerie, le téléphone ou la télévision. Voilà, maintenant vous le voyez mieux, je pense. Il nous a montré qu'il y a vraiment des bénéfices. Il y a vraiment des bénéfices. Il a prouvé avec des données empiriques qu'il y a un vrai problème. Il a cherché chez Turkel qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qui s'est produit, et il découvre ce qui s'est produit, l'analyse relationnelle, c'est-à-dire le fait qu'on a créé des personnages, des personnes qui sont maintenant diminuées. Il a montré ensuite les effets cognitifs, et il est passé ensuite, on a mal compris ce que c'est que la communication, c'est le fondement moral qui est véritablement important, c'est pour ça qu'il y a une crise du nous, donc il faut donner la primauté au face-à-face par rapport aux réseaux sociaux. Donc voilà, ça c'est le plan du chapitre. Ce que on verra la semaine prochaine, c'est que je vais essayer de montrer en fait sa solution par rapport à Buber et Lévinas et surtout d'essayer de comprendre comment on fait pour revenir au nous d'après euh, le Rav Sachs. Dans le cadre dans ce cadre-là, hein. On va revenir après ça encore souvent, mais là pour comprendre dans ce cadre-là. Là, si vous avez des remarques ou des questions. OK. Eh bien, bonsoir. Euh, oh, Oui, bonsoir. bonsoir. Merci. Merci, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, bonsoir. Donc, la semaine prochaine, vous parlez du deuxième chapitre du livre. Le troisième, c'est celui Le sur troisième. le troisième, oui. Et donc là, je ferai beaucoup plus une. Là, j'ai simplement dit voilà ce que dit le Rav Sachs. On a le plan D'accord. général, on sait de quoi il parle, et la semaine prochaine, on peut analyser. D'accord. Est-ce qu'il y a des chances pour que vous mettiez ça sur le YouTube? Je vais essayer maintenant de le faire monter tout de suite. Je vais essayer. Ah, et les précédents aussi? Le précédent, malheureusement, je ne l'ai pas enregistré, j'ai oublié de mettre en route. OK. OK. Erev Tov. Merci. Merci, Merci. hein. Darava, Erev Tov.